les bonitos, c'est la rentrée et nous revoilà. Ouais bon ok, la rentrée, c'était il y a belle lurette, mais l'essentiel est là. Nous sommes de retour, frais et dispo pour finir cette année 2019 en beauté. Et pour cela, on commence sur les chapeaux de roue en accueillant une invitée sur cet épisode, Hélène, plus connue sous le pseudo Graine de Courge sur les réseaux sociaux, nous fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui, et tout ça avec une chronique. Ça a permis à Émir de se tourner les pouces cette fois-ci, mais ne vous inquiétez pas. C'était bien, moi j'ai bien aimé. Donc vous inquiétez pas, il est quand même là comme vous venez de l'entendre. Il est avec nous pour mettre son grain de sel dans les discussions. David, lui, n'a pas failli à la tâche et nous régalera d'une chronique bien pensée, comme à son habitude. Mais revenons à notre invitée. Hélène est une auditrice de Jogging Bonito qui nous avait fait le plaisir d'assister au live que nous avions organisé à Paris en avril dernier. Coureuse, nageuse, cycliste, un large éventail d'activités pour cette sportive touche à tout. Ça nous a intrigués, on l'a invitée, et si vous voulez en savoir un peu plus sur elle, il se pourrait qu'un épisode hors série soit dans les tuyaux. Alors Hélène, bienvenue à toi. C'est confortable chez Jogging Bonito ? Écoute, je suis présentement vêtue d'une cotte de maille et d'un home et j'appuie frénétiquement sur la pipette de mon flacon de fleurs de bac Rescue. Non, c'est hyper confort ici, tout le monde est très gentil pour le moment. Pour le moment Ouais, pour le moment. Pour le moment, je mets 5 étoiles sur TripAdvisor et sur iTunes, voilà. Ah, merci, 5 étoiles, ça nous fait plaisir. D'ailleurs, les bonitos, n'hésitez pas, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Bon, et enfin, salut les gars, David, Émir, vous êtes prêts à vous chambouler aujourd'hui ? Ah moi ça va nickel, mais David est en train de déménager. Oui, disons, je cherche un stylo, parce que je sens que je vais devoir dire beaucoup de choses. Non, je suis très fâché. Bonjour tout le monde. Je suis très fâché. On a eu le droit à un cette année dans l'introduction. Ah, écoute, ça va pas, plaisir. ça va pas. Ça te fait pas plaisir ? Ouais. Non, ça me lasse. Oh, non, ça me lasse. Okay. Non, après tout ce temps, franchement, je trouve que tu pourrais les soigner. Hein. Cette année. Entraîne-toi pour la fin de l'année. Je le ferai en anglais, comme ça, moi, on n'a pas le souci, quoi. Ouais, il est de mauvais poil, David, là. Il est désagréable. Ouais, je suis remonté. Ok. Bon, écoute. Notre invité, là. Bonjour, madame. Ah, punaise. Voilà. Bam. Salut. Ah là là. Ah, on va te cuisiner, là. On va bien se marrer. Mais j'espère bien, ouais. Mais c'est vraiment David, ça, ou c'est un mec sous... c'est peut-être un type sous cocaïne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas assez de Jogging Bonito dans sa vie, du coup il est redevenu amer, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Ah. Bon, entrons maintenant dans le cœur de l'épisode du jour, qui est constitué de 2 chroniques intitulées Lenteur volontaire et cœur roi et Le couloir de Farconisca. Tout un programme. Wow. Je l'ai bien dit, David, parce que j'ai oublié de te demander si ça se disait comme ça. Ah écoute, moi-même je connais pas l'exacte prononciation de ce nom. Tu sais, je l'ai découvert en même temps que toi dans la chronique. Ok. Bon. Honneur aux invités, c'est Hélène qui se colle à la première chronique dans laquelle elle va nous parler de lenteur. Les auditeurs qui nous suivent depuis longtemps se rappelleront peut-être d'une chronique de David qui traitait de plouc les coureurs lents. Alors Hélène, on compte sur toi pour brandir fièrement l'étendard... Pour faire pire. Non, justement, brandir fièrement l'étendard des ploucs assumés. Je vais essayer. Lasse et désabusée, au fin fond du creux de la vague dans ma pratique de la course à pied, on m'a suggéré de m'appuyer sur un vieil ouvrage dit de référence pour donner le coup de talon qui me ferait remonter à la surface. Il s'agit de Bien-être et jogging de Serge Cotreau. J'ai d'abord souri à la lecture de ce titre qui m'a semblé désuet. En 2019, tout le monde veut du bien-être, certes, mais qui parle encore de jogging ? L'heure est au running, au fractionné, au fartlek, à tout un tas de trucs qui font qu'on transpire fort, mais sans doute pas au jogging, pratique qui se traîne une image aussi molle et informe que le vêtement éponyme. Pour comprendre tout ce qui va suivre, voici un aperçu du principe de base défendu par l'auteur dans les très grandes lignes. L'entraînement idéal se base sur une répartition en parts non égales du temps passé en endurance, 75% du temps, en résistance douce, 20% du temps, et en résistance dure, 5% du temps. Ces types d'efforts sont déterminés par des plages de pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Voilà,
c'est tout. L'endurance se situe entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximale et on y arrive très vite avec l'effort que demande la course à pied. Pour résumer, on court beaucoup, volontairement, très lentement et le cœur est roi, dictant sa loi par le biais du petit écran du cardio-fréquence-mètre. Cotreau envisage l'entraînement comme l'exploitation d'un potentiel, afin de pouvoir libérer le maximum de ce potentiel le jour où on en aura besoin. Un potentiel est fini et tout à fait personnel. J'aime énormément l'idée que nous sommes totalement inégaux en possibilités physiques, en temps et en énergie à consacrer à la pratique sportive, en objectifs. Certains sont doués, d'autres non, et ce n'est pas grave. Cela envoie du plomb dans l'aile des phrases de motivation sportive que j'abhorre, en particulier celles glorifiant la sacro-sainte volonté comme unique facteur de réussite. La lecture de cet ouvrage permet de dresser une liste des choses inutiles ou délétères pour un entraînement de type loisir amateur. Verdict, j'ai sauté à pieds joints dans tous les écueils possibles et imaginables. D'après Cotreau, mes précédents plans d'entraînement m'avaient donc garanti un aller simple vers les limbes de la course à pied. J'ai éprouvé un curieux mélange de honte et de soulagement. On m'apportait sur un plateau des clés pour comprendre pourquoi j'avais complètement explosé en vol sur mes dernières épreuves sportives, alors que j'avais suivi des plans d'entraînement à la lettre. Il faut avouer que c'est bien plus satisfaisant qu'un simple « c'est l'aléa, pas de chance, tu as échoué ». Je suis absolument consciente de l'existence d'un aléa, mais parfois il a bon dos. L'aléa ne peut raisonnablement pas porter toute la misère du monde du coureur. Pour être honnête, je me suis demandé si je n'étais pas en train de tomber dans un piège de facilité, bercé par de belles paroles qui me dédouanaient d'une bonne part de responsabilité dans mes violents échecs précédents. Ce n'était donc pas moi tout le problème, mais le plan d'entraînement que j'avais choisi. L'ego aime ça. On passe soudainement de nul incapable à une sorte de victime des plans d'entraînement trop violents. La méthode présentée par Cotreau semblait parfaite pour me sortir de la situation mi-collante, mi-morose dans laquelle j'étais plongée jusqu'au cou. Après une rapide analyse bénéfice-risque-coût, j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure, en route vers un changement de paradigme. Dans bon nombre de plans d'entraînement, on demande au corps de s'adapter à l'allure imposée par le descriptif de la séance du jour. Au pif, cours 45 minutes à 5,50. Qu'il fasse 3 ou 30 degrés, que tu sois fatigué ou non, peu importe les conditions, adapte-toi pour tenir l'allure. Cela peut aussi être une fourchette ou un pourcentage de VMA, peu importe. L'idée est qu'il s'agit d'une vitesse, un rapport distance sur temps. Avec un plan de type Cotreau, je dis type car il en existe d'autres sur le même principe, la variable principale est le corps, à travers la mesure de la fréquence cardiaque, qui est une résultante multifactorielle des capacités du moment et de l'environnement. L'allure est reléguée au rang de vulgaire variable d'ajustement. On ralentit ou on accélère, de sorte à rester dans la plage de fréquence cardiaque prévue, et s'il faut marcher, on marche, et s'il faut s'arrêter, on s'arrête. Le business de... On s'arrête. Ouais. Le business de l'hyperpersonnalisation bat son plein. On pourra bientôt se faire fabriquer une paire de Mizuno griffées Daddy the Beat. Les plans d'entraînement sur smartphone nous promettent une adaptabilité parfaite en fonction des données rétrospectives qu'on lui donne à manger. Ok, c'est beau la technologie. Mais quoi de plus personnalisé qu'un plan qui se base simplement sur notre petit cœur qui bat ? J'ai la délicieuse impression d'avoir entre les mains le plan d'entraînement le plus personnalisé du monde entier puisque c'est mon corps et les conditions extérieures du moment qui le modèlent instantanément. Je comprends la méthode Cotreau comme le retour à quelque chose de sain, de simple, d'apaisé, la volonté de garder un lien respectueux avec son corps et ses capacités. Cette approche qui me plaît beaucoup appelle naturellement la question suivante. Si tu aimes la simplicité et le naturel, pourquoi s'échiner à suivre un plan d'entraînement ? Pourquoi ne pas simplement courir au feeling ? Pourquoi s'accrocher délibérément à l'écran de ta smart montre de sport ? Pouf, pouf, comme dirait Pierre Desproges, je crois. Cette instrumentation, ce monitorage cardiaque dans le cadre d'un entraînement structuré par des grands principes, permet de répondre à des besoins tout à fait courants dans la pratique sportive amateur. Cela répond tout d'abord à un besoin ou à une envie d'encadrement. C'est un programme d'entraînement comme un autre, un guide qui permet d'externaliser la fatigue décisionnelle du « qu'est-ce que je fais aujourd'hui » pour arriver plus tard à quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on court lentement qu'on est mou de partout, que l'on manque de rigueur ou de discipline. Il y a un plan à suivre, cela demande de la détermination et des efforts. Il y a une méthode, un programme, des séances types. Ensuite, cela répond à un besoin d'objectivation des résultats et donc des progrès.
En toute logique, la progression s'évalue par l'augmentation de l'allure à fréquence cardiaque constante. Le but est d'être de plus en plus efficace. Les progrès ne sont absolument pas spectaculaires dans le cadre des sorties d'entraînement, mais ces progrès existent quand on prend le temps de mouliner de la data avec bon sens. J'imagine que la progression est beaucoup plus parlante lors d'une course, au moment de libérer tout son potentiel, ou le maximum. Toujours est-il que la progression en entraînement est un levier important dans le soutien de la motivation. J'ajoute un troisième aspect qui découle du besoin d'objectivation des résultats en y ajoutant une dimension émerveillement et gymnastique mentale. Il s'agit de la prise de conscience de l'existence et de l'importance des facteurs exogènes sur la fréquence cardiaque. En alignant le corps sur une allure imposée, comme c'est le cas dans certaines préparations, un bon nombre de sensations est complètement écrabouillé. A l'inverse, en adaptant son effort à son corps, on prend la mesure de la complexité multifactorielle du système effort-corps. Cela plaît à mon esprit qui essaye de déterminer l'influence et le poids de chaque facteur. Chaleur, hydratation, fatigue musculaire, dénivelé et tant d'autres à découvrir et expérimenter. Je viens de l'évoquer, l'allure est la variable d'ajustement, ce qui implique que les débuts sont inévitablement lents. Très lents. Très lents. On ne parle pas de lenteur faussement modeste d'une petite sortie tranquille ou d'un hashtag endurance fondamentale autoproclamé dès qu'on est 3 secondes moins rapide que son allure 10 km course. Il est ici question de la lenteur absolue puisqu'elle se place, pour mon cas, juste au-dessus de la marche, c'est-à-dire le niveau 0 de la course à pied. Certes, avec les progrès, l'allure endurance augmentera petit à petit, mais on devra toujours passer 75% de son temps d'entraînement à l'allure la plus lente de son panel de possibilités. Je distingue 2 cas, la course lente par choix et la course lente par incapacité. La course lente par incapacité est socialement plutôt très bien tolérée, légitimée, voire même valorisée. Je parle ici des corps chroniquement ou temporairement empêchés, une blessure à un lendemain d'Ironman ou de marathon, t-shirt faisant foi, le fait de débuter, etc. À l'opposé, dans un contexte réseau social qu'on connaît, la course lente par choix est une expérience très particulière à vivre et surtout à regarder les gens nous regarder la vivre. Je me sens comme une sociologue de pacotille en observation participante. Tout le rapport à la facilité et au mérite est chamboulé. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une impression de ne pas donner le meilleur de soi-même, c'est la stricte réalité. On ne donne jamais le meilleur de soi-même aux entraînements. Au royaume des pas d'excuses et autres no pain no gain quotidiens, il en faut de l'aplomb pour vivre sereinement sa lenteur choisie. Mon petit observatoire empirique des rapports humains sportifs me fait dire qu'il est difficile pour le kidam de voir le coureur lent volontaire comme autrement qu'à la recherche de plaisir uniquement. Comme si, dès lors qu'on courait lentement, le souhait de progression, la discipline requise, l'effort de persévérance et la patience étaient totalement occultés. Pour être honnête, c'est physiquement facile de ralentir. Qui peut le plus, peut évidemment le moins. À mon sens, on assiste à un déplacement de la difficulté. Pour ma part, le volume horaire hebdomadaire a considérablement augmenté. Il a fallu trouver du temps supplémentaire, apprendre à allonger et ralentir les sorties, apprendre la patience car les progrès sont lents. Enfin, un enjeu, et non des moindres, est de trouver de la satisfaction dans autre chose que la sensation de vitesse et celle d'être allé au bout de soi. Avec tout ce temps en tête-à-tête avec moi-même au rythme de 144 battements par minute, j'ai eu bien le temps de penser, de réfléchir, de divaguer. Une sortie d'1 heure, c'est peu de kilomètres, mais beaucoup de circonvolutions mentales. Montaigne écrivait en 1588, je vous le fais pas en diction baroque, mes pensées dorment si je les assis, et mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. Sans précision sur l'allure d'agitation des dites jambes, mais je sais que ses prédécesseurs philosophes grecs marchaient plus qu'ils ne couraient. La pensée peut se déployer précisément parce que le corps ne lui demande rien. Je cite ici ma copine Adrienne. Avez-vous déjà essayé d'échafauder un raisonnement un poil complexe en pleine séance de fractionné pyramidal de l'enfer ? Moins je vais vite avec les pieds, plus je vais vite avec la tête. Finalement, c'est un équilibre à trouver. Après m'être demandé pourquoi le bord de la forêt est le bord de la forêt, c'est typiquement le genre de choses qui me font réfléchir quand je cours, mes yeux se posent sur les coureurs que je croise. Je les regarde me regarder, me traîner. Ont-ils seulement idée que je fais cela par choix ? Et d'ailleurs, si c'était le monde qui courait trop vite ? Ralentissons, les gars.
C'est un mouvement de fond qui débarque, qui redébarque même, j'ai l'impression. Et avant de rentrer dans le Elle est vif du passée sujet- super vite cette chronique. Hein? Elle est passée super vite cette chronique. Ah non, arrête là, tu le... Je la troll. Ouais. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai envie de poser une question à... Ça m'ennuie, j'ai cette question depuis un moment là. As-tu trouvé, Hélène, une explication au pourquoi, du comment, le bord de la forêt et le bord de la forêt? Alors, absolument, Mardi. Parce que là, tu m'as teasé, je veux Absolument. savoir maintenant. Alors, c'est principalement une histoire de pédoclimat. Rassurez-vous, rien concernant les enfants. Voilà. Mais ça s'appelle bien le pédoclimat, du grec Ok. pédon, qui veut dire le sol. Voilà. Ok, Donc, c'est très bien. Voilà. C'est les conditions du Bravo. sol. Donc, parfait. Voilà, donc en plus, on va éduquer Les nos droits du sol. bonités. On est bon, quoi. Voilà, donc je dors beaucoup mieux depuis que j'ai la réponse à ma Bah, question. Je vais mieux dormir, moi aussi, là, c'est sûr. Bon, David et Emir, pour revenir sur le sujet, vous avez déjà utilisé, vous, la fréquence cardiaque comme donnée d'entraînement? Ou sur vos sorties, une fois, comme ça? Probablement, dans Ouais. un lointain passé, je crois. En fait, j'ai dû vouloir l'utiliser à une époque et j'avais acheté la ceinture thoracique là. Et ensuite, Ouais. moi, comme je suis incapable de me contraindre à grand chose, bah en fait, ça commençait à me saouler cette ceinture. Du coup, j'ai arrêté de la mettre. Du coup, j'ai arrêté de m'entraîner au cardio. C'est aussi bête que ça. Un jour, ils l'ont mis dans mon poignet. Du coup, bah, j'ai Ouais, commencé ouais, à on l'utiliser. l'a. Puis après, je me suis aperçu qu'il y avait des trous dans le graphe. C'était les débuts de la technologie. C'était Hmm. dégueulasse, c'était inutilisable. Du coup, j'ai arrêté de l'utiliser. Et là, depuis peu, j'ai une montre Ah où ouais visiblement ça marche au poignet. Ça marche tout seul et de manière fiable. Et du coup, je me demande si je vais pas recommencer à l'utiliser parce que j'ai l'impression que maintenant, on en est enfin au stade ultime de cette technologie qui consiste à ça fonctionne sans y penser. Qui est le stade ultime de toute technologie, en fait, je crois. Ouais. Et si cette techno a atteint cette maturité, peut-être que je vais m'en servir. Mais jusque-là, j'ai été flemmard parce qu'il fallait que j'y pense à chaque fois. Et ça m'a saoulé. Voilà. Ouais. Mais du coup, tu as déjà essayé de regarder les données de la fréquence cardiaque, quand même? Ouais, parce que je trouvais ça rigolo de savoir si j'étais dans le rouge ou pas. Mais absolument pas Ouais, pour... et c'est tout, quoi. absolument pas pour de la méthode ou pour adapter quoi que ce soit. Ça, c'est un truc... Voilà, comme vous me connaissez, hein, je suis pas très méthode, etc. J'ai essayé, hein, un peu. Hmm. Ok. Et toi, David? Alors, pour les ceintures cardio, normalement, ça se met, et puis torse nu, bien évidemment, et on monte des montagnes comme ça. Hein. Ça, c'est la base. Hein. Donc, j'espère que t'as fait ça au moins, Emir. Le cardio, moi, tout le temps, en fait. Tout le temps. Et j'allais dire Ah ouais presque à chaque fois, en fait. J'ai la chance d'avoir une montre aussi qui indique toutes ces données avec le poignet, hein, qui prend Ouais. toutes les données via le poignet. Et j'allais dire, c'est trop marrant en fait parce que moi les facteurs exogènes, ça me parle vachement. En fait, j'ai atteint un degré d'expertise du truc. Mais vraiment tranquille quoi. C'est-à-dire que je sais ce que va me dire ma montre en termes de fréquence cardiaque, si j'ai trop mangé, Ah ouais. s'il y a trop de dénivelé, si je n'ai pas bien dormi. Je sais ce qu'elle va me dire en termes de récupération. Je sais ce qu'elle va me dire en termes de VO2 max. Et c'est bien que je m'amuse très régulièrement à la hacker. C'est-à-dire que quand je sais qu'elle va me dire des trucs qui vont pas trop me plaire, eh ben je déconnecte ou je désactive le cardio et je cours sans cardio. Voilà. Donc je ne suis pas honnête avec moi-même. Waouh. C'est tellement sophistiqué. Mais j'apprécie vachement. Ah ouais, tu sais. Mais voilà, je veux rester maître de la technologie. C'est moi qui décide. Non, mais donc voilà, la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque, je l'utilise tout le temps. Et pour moi, c'est comment dire, c'est quelque chose qui rend mon entraînement nettement plus agréable, Mhm. aussi plus efficace, je trouve. Voilà. Ok. Mais tu parles des facteurs extérieurs là, et j'avais envie de demander à Hélène justement
quel facteur t'a le plus étonné, en fait, quand t'as commencé à regarder ta fréquence cardiaque et te rendre compte qu'il y avait un lien avec tous les facteurs extérieurs? Alors en fait, j'ai envie de parler de 2 facteurs parce qu'ils m'ont étonnée d'une manière différente en fait. Il y en a un vraiment, j'ai été stupéfaite, c'est la température. Enfin, c'est un truc qui est connu, mais de le vivre. Non, mais de le vivre, c'est ça, de l'expérience. C'est impressionnant. Voilà, c'est pas marginal du tout. Et le deuxième, qui est un peu plus subtil, c'est la fatigue, je vais dire sournoise, donc la fatigue sournoise induite par les sports doux que je pratique, par exemple natation et vélo. Le lendemain, j'ai une fatigue musculaire, je la sens. Mais la fatigue de mon corps, de manière générale, je ne la sens pas. Par contre, à l'entraînement, je la vois sur... Ça se répercute. Voilà, et donc ça, je fais plus attention maintenant. Voilà. Ok, donc c'est-à-dire que si tu vas... la veille, t'es allé à la piscine, tu vois une différence par rapport à un jour où t'as rien fait. Absolument, la veille, mais je ne la ressens pas. Je l'observe, tu vois. Ouais, tu fais comme moi, tu triches, tu désactives tout ça. Mais ouais. Donc toi, David, quand tu as commencé à voir le fait que les facteurs extérieurs pouvaient influer, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? J'avoue que la température, c'est quelque chose. J'ai nettement observé que au-delà de 23 à 24 degrés, c'était pourri pour moi. Enfin, c'est pour moi, parce que tout ça c'est strictement personnel. Même si on peut faire quelques petites généralités, mais sans aller trop loin non plus. 23-24 degrés. Il vaut vraiment mieux que je désactive si je veux pas que ma montre m'annonce de mauvaises nouvelles, quoi. Après le D+, par exemple, comme facteur exogène, ça c'est essentiellement dû à la faiblesse de performance du modèle que je porte au poignet, qui est très bien d'ailleurs, mais elle s'embarrasse pas de savoir si je suis très essoufflé, si c'est parce que je suis vraiment dans un état de forme épouvantable ou si c'est parce que je dois grimper quelque chose, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc bon, c'est tout, il faut le savoir. Donc globalement, quand je fais du dénivelé, je prends une autre montre ou alors je désactive tout ça et puis on s'en fout. La technique de l'autruche, quoi. Ah bah ouais, mais moi c'est la fuite, c'est la fuite, c'est valable, la fuite. Moi c'est ma stratégie, tu sais. Et tu sais, bah oui, voilà quoi. Quand c'est trop violent, faut fuir quoi. Enfin voilà, j'ai conscience des dangers. Ok. Bon, et sinon dans ta chronique, Hélène, tu parles aussi de beaucoup. C'est la base aussi sur de la méthode de contrôle, du potentiel qu'on a chacun. Et tu parles d'un potentiel fini. Du coup, quand on parle de repousser ses limites et tout le tralala, t'en penses quoi de tout ça? Du bien. Tu veux vraiment que je dise ce que j'en pense? Oui. Oui, tu es là pour ça, vas-y. Pour moi, c'est... Moi, je suis vraiment curieux de savoir. Pour moi, repousser ses limites, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on peut explorer toujours un peu plus loin dans le périmètre de ces limites, mais les limites sont faites... Enfin, le mot en lui-même porte le fait que tu peux pas les repousser. Enfin, c'est pas possible. Voilà. C'est les limites. C'est une image pour les limites connues. Oui. Tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que c'est ça, mais parce le problème, que finalement, ce potentiel de 100%, est-ce qu'on va vraiment arriver un jour à l'atteindre? Alors, est-ce que vous suiviez bien en cours de physique ou pas? Non. Parce que moi, l'image que j'aime beaucoup... Je fais une pause, moi. Oui. L'image que j'aime beaucoup avec l'histoire des limites du corps humain, c'est le zéro absolu. Tu vois, c'est une limite très théorique. C'est, tu sais que ça existe, tu sais où il est à moins 273 degrés Celsius, je crois, quelque chose comme ça. Mais tu sais également qu'il est inatteignable. Voilà, donc après, tu tends vers cette limite sans jamais y arriver, dans des conditions de la vraie vie. Voilà. Alors ça, c'est le type de données qui va plaire à Vincent Gaudin,
qui s'ennuie généralement dans nos émissions, mais sitôt qu'il peut y avoir un petit peu de stats ou des choses, des données un peu scientifiques, ça m'intéresse. Donc je t'invite à réitérer un peu ce genre d'informations, de data, afin que Vincent Gaudin nous retweet ou partage notre épisode. Et puis, ah oui, aussi, quand on pratique un sport, on est tributaire d'un environnement qu'on maîtrise pas. Donc il y a un aléa. Et quand bien même toi, tu serais à 99,9% de tes capacités, bah, si tu prends du vent de face, tu pourras pas développer, atteindre ta limite va être encore plus compliqué. Faudrait être dans des conditions de laboratoire. Je pense par exemple à l'expérience que Nike a mise en place avec sa chaussure là. En or, avec... oh là là, son nom m'échappe, cet athlète. Eliud Kipchoge. Absolument, merci. Et avec ses 50 lièvres et ses chaussures super chères, on est presque... Enfin, c'est un peu comparable à des conditions idéales de laboratoire, tu vois. Ils font pas ça sur des marathons avec 50 000 personnes. Et, enfin, voilà. Ouais, donc, tu as aussi l'environnement que tu ne maîtrises pas. Voilà. Juste un petit truc par rapport je reviens une seconde sur les slogans. C'est vrai que dépasser ses limites et tout ça, c'est vrai que il y a une forme de légèreté à ce genre de slogan et bon, ça fait pas forcément de mal à grand monde. Mais c'est plutôt la répétition en fait qui a tendance à ça sonne tellement creux en fait, cette répétition de slogans et à travers lesquels il y a vraiment beaucoup d'inventivité, que ça devient absurde quoi, et donc risible. Ouais, après bon, le fait de dire repousser ses limites, moi je pense que c'est aussi juste une question de se dire que peut-être, comment dire, c'est quand même assez triste de se dire bon bah j'ai un potentiel fini, du coup est-ce que t'es plus motivé finalement pour aller chercher plus loin? Bah, tu vas essayer de repousser ses limites, tu vois, tu te dis j'ai toujours quelque chose à aller chercher, peut-être que si je débloque chercher ta limite, tu sais que ton potentiel il est inatteignable, donc tu vas essayer de l'approcher au maximum, tu vas faire ce qu'on appelle une asymptote, c'est ça, un truc comme ça là. Vincent Gaudin, c'est pour toi. Exactement, c'est ça. Joli. Merci pour ta caution scientifique. J'ai envie de hacker le raisonnement un tout petit peu. Vas-y. Moi aussi. Vas-y. Du coup, est-ce qu'on peut parler du fait que parfois on va être intimement convaincu que la limite elle est quelque part ou qu'on ne peut pas aller quelque part alors qu'en fait on se rate, on se trompe tout simplement. Là on en dit quoi de ça? Est-ce que en voyant peut-être un autre athlète ou qui pratique la surmotivation sur l'internet, etc., qui fait un truc et qui arrive pour X ou Y raison à nous toucher et à nous convaincre qu'en fait on peut peut-être arriver au machin qu'on est sûr et certain de pas pouvoir faire, ben ça se trouve, tu vois, cette personne il a unlock un truc, tu vois, unlock peut-être un truc qui était une limite et qui peut-être ne l'est plus grâce à ça. Bah non, pour moi t'as débloqué un palier dans l'exploration de ton... Voilà, mais donc on veut jouer sur les mots, c'est ça absolument. Qu'on dit. Ouais. D'accord. Donc mon hacking du raisonnement, tu mets un mot différent sur le truc et voilà. Et tu t'en sors comme ça. Je suis sûre qu'on peut tomber d'accord. Oui, probablement. Okay. Ah, je crois qu'on est tous d'accord sur... Mais... Alors par contre ça nous gêne un petit peu au niveau du buzz par rapport à l'émission, tout ça. Il faut pas qu'on soit toujours tout le temps d'accord. Je tenais à préciser ça. C'est vrai, le consensuel ne vend plus. Non, bah non, voilà. j'ai pas fini de hacker le raisonnement, s'il vous plaît. Vas-y, continue, pardon, excusez-moi. On était d'accord avec toi, tu vois. Merci, mais ça ne suffit pas. Déjà la notion de palier, je valide pas forcément le terme. Moi un palier ça me fait penser à un truc qu'on a l'impression de pouvoir atteindre et qu'on voit. On sait qu'on va pouvoir y aller, ouais. Qu'on voit qu'il est là. C'est comme un barreau d'échelle, en quelque sorte, un palier. Donc, en général, tu sais qu'il est là et tu sais que tu vas y arriver, plus ou moins. Ou si tu sais pas que tu vas y arriver, tu connais son existence. Alors que je dirais que quand t'arrives à te persuader que tu peux faire un truc alors qu'avant que t'étais persuadé que tu pouvais pas, c'est un peu comme si y avait pas d'échelle et que maintenant il y en a une. Tu vois, c'est quand même pas pareil qu'un palier. Ouais, avant, c'était impossible. Maintenant, ça l'est. Tu vois, grâce à Instagram. On appelle ça prendre conscience. Mais en fait, ok, c'est prendre conscience de ses capacités. On peut, ne pas les avoir en tête ou ne pas en avoir conscience, comme je disais. Après, il faut quand même voir que tous ces discours et puis même
ton hack, on va dire, c'est aussi la porte ouverte à des gens qui sont là pour évangéliser un peu, à des stratégies marketing et tout le bordel. Et donc il faut quand même dire que tout ça c'est infesté de tout ce discours il est infesté de gens qui sont là pour te vendre des programmes, Paris, des machins. Non, voilà, la paire de baskets et l'inscription, la paire de baskets et donc si c'est juste un coach qui va te dire voilà, j'ai été donné, tu te trompes quand tu penses que tu peux pas aller au-dessus de ça, bon bah OK, je peux entendre. Après, chaque milieu de la vie est infesté de ça, en fait. Chaque chose où on peut faire penser aux gens qu'il y a quelque chose d'unlocké, il y a quelque chose de mieux, il y a chaque endroit où on peut créer un manque, il y a déjà quelqu'un qui a réussi à le créer pour te mettre un produit dessus et prendre ton oseille. C'est ça, notre système. Ou pour te rendre plus productif, tu vois. Ouais. Donc, le marketing, créer les manques dans les têtes des gens. Donc ouais, ça vaut pour la motivation, ça vaut pour n'importe quel domaine. Donc ouais, c'était une première réflexion. Une deuxième réflexion dans les limites là également. On peut utiliser un facteur exogène dont on a parlé dans un épisode précédent, qui consiste à repousser son potentiel de manière très forte. Et j'ose utiliser repousser le potentiel. Tu te rends compte, j'ose. Voilà. Et l'utilisation de substances. Et ça, oui, absolument. Parlons-en. Et le potentiel. Ouais. Tu vois, moi je lui fous une gifle là. J'avais pas pensé à ça. Non, c'est vrai. C'est pertinent. Tu vois, petit facteur exogène. Tu vois, petite seringue, petite. Voilà, qui va bien. Et hop, tu deviens musclé. Et puis même, tu sais, il y a les chaussures avec des espèces de ressorts, là. Ils ont sorti un truc super cher avec un exosquelette de chaussures. Bah, est-ce que c'est pas du dopage mécanique ? Est-ce vraiment si cher quand on voit les performances qu'on peut obtenir grâce à ça ? Si c'est pas homologué, c'est un peu con, quoi. Mais après, il y a le transhumanisme, quoi. Oh là là, on va pas repartir sur le dopage, les gars. Ouais. Non, ne parlons pas de trucs pas homologués, ça pourrait déraper facilement. Non, ouais, ça va déraper. Sur des private jokes également. Donc on va on va repartir. Je vais remettre la conversation un petit peu plus sur la méthode quand même, sur la méthode donc trop là. Et je voulais autre chose. T'es bien dérapé quand même, je crois. Ouais, on y retourne. Alors, le fait de courir comme ça là lentement. Et ça va vachement à contre-courant de toute la tendance qui est de tout donner tout le temps, être à fond, aller au bout de soi-même et tout. Mais du coup, comment tu trouves la satisfaction ailleurs que dans être allé au bout de soi-même, et tout de même en cherchant une progression, quoi. Du coup, c'est pas bizarre ça ? C'est pas... Alors d'abord, tu vas pas au bout de toi-même, mais tu... Ouais. Déjà, la phrase là que tu viens de prononcer, tout donner tout le temps, ce qui me pose problème, c'est surtout le tout le temps. Pour la partie tout donner, il n'y a aucun souci. Hein. Enfin, ça arrive, c'est bien de tout donner de temps en temps. Mais le tout donner tout le temps, c'est pas réaliste dans le cadre d'une pratique amateur. Pour les professionnels, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas professionnelle. Non, je crois que justement, non, il vaut mieux pas pour... Voilà, et pour répondre à ta question sur trouver la satisfaction ailleurs... que dans le fait d'être allé au bout de soi-même, etc. Je pense que je vais encore en revenir à la motivation, mais c'est un peu la base de tout dans le sport amateur, parce que motivation, en fait, c'est juste le fait de se dire je vais bouger, donc c'est un peu la base du mouvement d'aller faire du sport. En fait, il y a une grande diversité et surtout une non-exclusivité dans tous les facteurs de motivation, et en fait, qui transforme cet apparent paradoxe en un truc tout à fait normal. C'est-à-dire que les ressorts de motivation, satisfaction, envie de progression, en fait, ils se relaient et se complètent sans cesse. Ta volonté de progression peut te faire sortir un jour de pluie et le lendemain, tu peux très bien, par exemple, ne plus rien en avoir à faire de progresser et juste aller chercher la médaille d'un 5 km parce que tu la trouves jolie. Tu vois, donc tu peux un jour être motivé par le fait de progresser et l'autre par un truc totalement autre, un t-shirt, une médaille, n'importe quoi. Donc pour moi, c'est pas paradoxal de vouloir trouver de la satisfaction ailleurs que dans tout donner, mais chercher en même temps la progression. En plus, tu vois,
différents horizons. Tu mets ta motivation sur différents... Ouais, c'est ça. En plus, t'as différents horizons temporels qui se juxtaposent. Tu peux viser une progression à long terme, voire à très long terme, la voir en toile de fond, fond de la tête, et chercher des satisfactions sensorielles, je veux dire, immédiates que pour ta sortie de l'après-midi. Voilà, et tu peux pas... Mais au fond, tu veux quand même aller chercher à progresser, et oui. Du coup, au bout d'un moment, aller quand même chercher à tout donner, quoi. En fait, il y a une espèce d'équilibre bizarre dans la pratique sportive, c'est qu'à la fois tu vas chercher l'aisance, c'est-à-dire que tu vas travailler pour atteindre une certaine aisance, c'est-à-dire que ce que tu faisais hier difficilement, tu le fais aujourd'hui plus facilement, mais une fois que tu fais la chose facilement, tu dis je vais pas en rester là, parce que si je le fais facilement, c'est que je ne fournis pas d'efforts. Tu vois, on est toujours, ça c'est encore ma copine Adrienne qui parle très bien de ça, mais tu es toujours dans une espèce d'ambivalence. De surenchère aussi après, parce que là en fait c'est l'écueil un peu c'est aussi l'écueil du développement personnel, quoi. C'est je veux m'améliorer, et une fois que je suis amélioré, je trouve toujours des points d'amélioration, donc je continue à m'occuper de ma petite personne, et puis voilà. Et tu vois, je suis une sportive normale, moi aussi j'ai envie de m'améliorer, c'est un peu la base ça fait partie des ressorts de motivation très 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 puissants. Après, la différence que je fais entre la méthode que j'ai utilisée, enfin que j'utilise toujours, et d'autres méthodes que j'ai utilisées dans le passé, c'est que maintenant je ne me fais pas de mal en pensant me faire du bien. Tu vois, c'est-à-dire que c'est doux, je progresse d'une manière qui correspond à plein de choses qui me plaisent en ce moment. Voilà. Mais ça n'évacue pas l'ambition de vouloir être un peu plus performante, mais du moment que c'est pas dans la violence et que je me fais pas de mal, quoi. Voilà. Mais en fait, moi j'ai aussi envie de prendre un petit contre-pied à ce qu'on a pu dire parfois dans des épisodes. C'est sur les conseils un peu génériques de coaching. En fait, finalement, ça peut être bien aussi, quoi. Enfin, je sais plus quelle expression tu as pris, mais je pense que tu peux aussi prendre des conseils génériques et puis savoir t'en émanciper, quoi. Et puis tu disais, manipuler de la data avec je ne sais plus quel terme tu as employé qui était drôle, je sais plus, avec douceur ou je ne sais plus. Et avec intelligence et empirisme, on peut acquérir, on peut s'entraîner correctement, quoi. Cette réflexion sur les conseils, pour moi, ils ont souvent, même si du coup je vais aller même dans le même sens que ce que j'ai pu dire avant, je trouve que le problème est que peu de gens arrivent à se détacher d'un conseil, en particulier les débutants immédiats, quoi. Alors que c'est eux en général qui cherchent les conseils. Du coup, c'est eux la cible aussi. Voilà. Donc quand tu arrives dans un domaine, tu fais comme les codes de ce domaine, histoire de peut-être un jour te faire ton propre avis et t'en émanciper. Mais dans les premiers temps, le conseil, tu le prends tel quel, tu t'en émancipes pas. Et c'est là c'est là que je trouve entre guillemets le danger dans les conseils génériques. C'est de mettre tout le monde dans les mêmes cases au début. Bon, après, fort heureusement, si la pratique se fait et les personnes ont leur propre avis, et heureusement. Mais je trouve quand même qu'un conseil ça peut quand même aller générique, assez vite. c'est... Bref, voilà, je vais dans le même sens que ce que j'ai pu dire précédemment. Non mais on a compris, mais après, je sais plus, Mardi, tu parlais de la lenteur qui était pas très à la mode, mais en fait, ça l'est un petit peu, quoi. Enfin, justement, finalement, ça revient, c'est ça que je veux dire, parce que regarde, même ne serait-ce que le fait de se poser, la méditation qui revient, mais c'est très paradoxal, parce qu'en même temps, les gens veulent faire ça pour être plus efficace et faire plus de trucs après. On nage dans les injonctions contradictoires. Tout à fait. Mais non, pour moi, elles sont pas si contradictoires, parce que le but, c'est, je ne sais pas, c'est au travail, on va te dire, écoute, apprends à aller doucement, détends-toi, fais un peu de méditation. On te parle un peu des vertus thérapeutiques de la lenteur. Et au final, ça a quand même, avec toujours comme visée de faire en sorte que tu sois bien pour être plus efficace, plus productif et plus rapide. Et plus rapide, c'est ça le truc, quoi. Finalement, c'est exactement ce que prône la méthode de Cottereau, finalement.
C'est d'être plus lent pour être plus efficace derrière après. Ouais, on peut voir ça comme ça. Un peu. Je sais pas. Et autre chose aussi, finalement, avec la lenteur, on a souvent l'idée que la lenteur, c'est facile, c'est les gens qui sont, comment dire, qui n'ont pas de volonté, etc. pour le faire, mais finalement, être lent, ça demande aussi de la discipline. Absolument. J'ai un petit raisonnement à vous proposer sur ça. Mortel. On veut. Ah ouais, vous voulez moi je suis à fond. Moi, je vois les plans basés sur les pourcentages de fréquence cardiaque maximale comme des plans qui te demandent en fait des quantités d'efforts. Une intensité donnée sur une durée donnée, pour moi, ça définit une quantité d'efforts. 60% de fréquence cardiaque max pendant 1 heure, c'est universellement facile à peu près, et 98% de fréquence cardiaque max pendant 1 heure, c'est universellement difficile. En fait, c'est hyper égalitaire comme façon de fonctionner. On te demande de fournir une telle quantité d'efforts. Après, cet effort se traduit différemment selon les personnes. Ça peut être de très rapide à très lent. Et pour moi, du moment qu'il y a un effort à fournir, et qu'il y a un mouvement à effectuer, il y a un besoin de motivation. Et la discipline fait partie des choses que la motivation peut mobiliser. La discipline, elle ne vient pas d'ex nihilo. Elle est une des résultantes de la motivation. C'est une étape intermédiaire entre motivation et le fait de sortir courir, quoi. Donc discipline et lenteur sont pour moi totalement compatibles. Tant qu'il y aura du lien entre discipline et effort, il y aura du lien entre discipline et lenteur. Voilà. Ah oui, de toute façon, même dans la lenteur, si on prend l'exemple de la lenteur extrême, à savoir à la marche, où je crois que tu as cité tout à l'heure, je ne sais plus qui, tu as cité tout à l'heure un philosophe, je crois, c'était qui, c'était Montaigne. Ah voilà, c'est de Montaigne. 1588. Troisième tome. Ouais, ok, très bien, la page. Waouh. Je ne sais plus. Ok. Non, mais sinon Nietzsche, Rousseau aussi, on parlait de la marche qui leur permettait. Xavier nous en avait parlé d'ailleurs. Exactement, merci Xavier aussi, qui activait leur pensée, quoi. Très bien. Moi j'ai une question à poser. Je me permets? Vas-y. Est-ce que on peut considérer que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, la lenteur c'est le contraire de la vitesse? Oui. Je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Hélène, je vais faire des questions sur le bord de la forêt, franchement. Il y a un blanc. Ouais. Attends, on va aller courir en endurance fondamentale et on va réfléchir. Je te réponds demain après, ok? C'est le contraire de la rapidité. C'est peut-être pas le contraire de la vitesse. Enfin, c'est vrai que le mot vitesse et lenteur, c'est pas opposé, mais rapide et lent, c'est opposé. Oui. Mais je crois que quand t'as dit vitesse, t'as voulu dire vitesse élevée, donc rapidité. J'ai compris comme ça. Ouais. Parce que donc, oui, rapidité et lenteur, oui. Je suppose. En fait, il y a un livre dont j'ai déjà parlé, je crois, qui s'appelle Le culte de l'urgence, la société malade du temps de Nicole Aubert. Je crois que j'en ai parlé déjà dans un épisode. Et du coup, je me demandais si le contraire de la lenteur, c'était pas plutôt l'urgence, dans la mesure où la lenteur, on va prendre le temps de faire bien les choses avec méthode. L'urgence, on va être speed, comme moi quand je finis une chronique, avant un enregistrement. Et du coup, on va torcher un peu ça, et puis ce sera pas très méthodique, peut-être pas très efficace. Enfin, c'est une question comme ça que je me posais en écoutant ta chronique. Mais la lenteur veut pas forcément dire que t'es efficace, ou si tu es pas obligé de faire les choses bien, même si tu les fais lentement. Oui, aussi, c'est vrai. À contrario, tu peux faire les choses mal. C'est vrai. Là, on part dans des... C'est intéressant. C'est intéressant, c'est vrai. Émir a quelque chose à dire peut-être, ou non, là c'est trop... Faut réfléchir. T'as besoin d'une sortie endurance fondamentale toi aussi, ou... Pour réfléchir? Non, c'est... Ouais. Non, j'ai tellement de trucs à dire, j'ai envie de partir dans tous les sens. Je crois qu'il y a danger, il vaut mieux pas me donner la parole. Ok, non, parce que là, sinon je vais conclure le débat là. Alors, juste un dernier truc. Ça va mal finir. Juste un dernier truc, et c'est tellement évident, c'est que à travers les réseaux sociaux ou même personnellement, on va être gêné d'avoir été trop lent, mais on fera preuve de fausse modestie en ayant été
trop rapide. C'est vrai. Et c'est là qu'on voit que il y a encore du chemin à parcourir. Et enfin, pour terminer sur cette discussion, moi j'ai quand même une chose que j'ai envie de demander à Hélène, parce qu'on parle de la méthode, mais au final, t'as vu des résultats? Ouais. Ne réponds pas, tu n'as rien à prouver. Non, mais en fait, il y a 2 résultats, on peut ouais. Ça fait environ 4 mois que je m'entraîne comme ça, donc, et je n'ai pas pris part à des épreuves chronométrées, donc je n'ai pas développé mon potentiel, exprimé mon potentiel. Mais donc repousse tes limites. Ouais, voilà. Non, je peux pas vous dire si c'est efficace sur la performance chronométrique en tant que telle. Cependant, j'ai ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui me laisse penser que je progresse quand même. Déjà, à trajet égal, température égale. Ouais, j'ai été sur le site de Météo France pour choper la température de tel jour. C'est pas une blague. Bref, toutes choses égales par ailleurs. À fréquence cardiaque moyenne constante, j'ai gagné quasi 1 minute au kilomètre en endurance fondamentale, ce qui n'est pas négligeable. Et puis aussi, un jour, j'ai craqué, j'ai balancé mon cardio-fréquence-mètre et je suis allée courir au feeling, comme on dit, et j'ai atteint une allure qui m'a fait du bien au moral. Tu te dis, je sais encore courir pas lentement pendant... Un peu vite, voilà, c'est ça, j'étais contente. Ça m'a suffi, tu vois, je l'ai fait, j'étais contente, après j'ai repris mon entraînement. Et aussi, le deuxième pan de la question résultat, c'est un truc qui n'est pas vraiment quantifiable, c'est que j'ai énormément apaisé mon rapport à ce sport qui était arrivé à un point mais de désastre cosmique. Et voilà. Et donc maintenant, je suis alignée, tu vois. Je vais beaucoup mieux dans ma pratique. Et n'oublie pas le gain substantiel de 27% de potentiel sensualité. Absolument. Attends, quand tu cours lentement... En tant que plouc assumé. Exactement. Voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. On va maintenant c'est passer... un message de paix qui est vraiment génial. Donc, c'est le message de paix avec soi-même qu'il y a dans cette chronique. J'aurais vraiment trop de trucs à dire, du coup je vais rien dire du tout, mais juste ça, ce message de paix avec soi-même qui est combattu tous les jours par ces créations par le fait que tout le monde crée des manques dans notre environnement, dans ce qu'on fait fait pas assez bien, qu'on pourrait faire mieux, qu'il nous manque ci pour faire mieux, etc. En fait, constamment ça nous attaque, et je pense qu'il y a une certaine maturité à pouvoir se dire, je me détache de tout ça, lâchez-moi la grappe. Et puis d'arriver à être content de soi et de sa pratique. Je trouve qu'on devrait tous aspirer plus à cette paix que toujours à la recherche de comment faire mieux, comment faire plus rapide, comment faire plus de discipline, plus d'habitude. Je voudrais pas relancer, mais on pourrait sortir les chiffres de vente des livres de développement personnel. Et là, peut-être qu'on serait un petit peu moins sûr. Mais je préfère rester sur la touche d'espoir d'Emir. Ah oui, ne nous gâche pas ça. Et en fait, pour résumer en une phrase, tout ça, j'apprends vraiment à décrisper pour de vrai le rapport à la performance, et ce qui ne signifie pas l'absence d'ambition. Voilà. Ça, c'est bon. On parlait tout à l'heure de comment concilier être lent et... Oui, bravo. Comment légitimer l'absence d'ambition? Bravo Hélène, oui. Mais n'importe quoi. Oui, je sais, oui, bien sûr. Mais je fais mon hater. Haters gonna hate. Voilà. Donc je le fais avant qu'il le fasse, tu vois, tu comprends. Mais j'ai été gentille tout du long, et voilà comment je fais. Il faut quand même un minimum de confrontation des idées, même factices. Sinon c'est pas. C'est plus marrant. Bah oui, si on dit que des trucs intelligents tout le temps... Souviens-toi, Émir, souviens-toi que je n'oublie jamais. Oh. Elle a fait un signe genre je te tranche la gorge. Vas-y, yo. C'est dur pour moi ça. Moi je suis à l'être sensible. Bon, c'était vraiment super. Merci beaucoup, bravo. Passons maintenant à David qui a frappé fort sur cet épisode. Pas merci. Il va nous régaler aujourd'hui avec bien plus qu'une chronique, carrément un récit. Alors accrochez-vous. Tu veux pas la refaire de façon plus modeste, s'il te plaît, parce que là, en matière de pression, non, on la garde, s'il vous plaît. C'est vrai. Ok, on la garde, messieurs dames. Alors accrochez-vous pour entrer dans le couloir de Farkoniska. Ça va décoiffer. La passerelle était par-dessus les dunes, protégée par l'Oya menaçant. De l'autre côté, des lucioles descendaient le long sentier qui mordait les vagues déferlantes. Le royaume étreignait le soir.
les yeux rivés sur la 5e colline inaccessible et accrochée au loin à l'Occident. Explorateurs, voyageurs ou marchands avaient tenté de s'y rendre en franchissant le couloir de Farkoniska, hypothétique passage que les ancêtres avaient dessiné sur les maps-mondes avec l'inscription « Hic sunt dracones », ici sont les dragons. Selon des relevés parcellaires, Farkoniska était un morceau de terre d'à peine quelques kilomètres enveloppé dans les ténèbres. Il se dressait sèchement tel un rideau de nuit. Un couloir qui préservait ses mystères, traversé par un vent terrassant qui se lève au pied des démons. Le royaume avait eu beaucoup de pertes. Quelques témoins survivants avaient convaincu les grands ordonnateurs de former des guerriers du vent, mais depuis 2 générations, ils étaient devenus rares comme l'iridescence sur les ailes de papillons. Nous approchions, escortés par des murmures d'enfants. Jagora le guide nous avait rassemblés à ses côtés quand l'heure de tenter notre chance était arrivée. Nous maîtrisions l'art du combat contre le vent et nos aptitudes respectives avaient été étudiées et développées avant même notre naissance afin de se conjuguer. Nous étions 4 combattants. Jagora le guide contrôlait les anémomètres et autres objets technologiques non autorisés. Amma était une espèce rare et très puissante, mi-androïde, mi-humaine. Ossa, l'orpheline, avait prouvé sa résistance en foulant seule toutes les contrées du royaume. Et moi, le furteur, je ressentais profondément toute la dynamique des fluides. Adresse, force, endurance, sens et vitesse. Déjà reliés entre nous par des cordes en nylon, il ne nous restait plus qu'à recevoir l'huile au parfum de tamarin, ultime onction de la part du premier ordonnateur, avant de disparaître en un instant de ce pays de ciel et de mer brune. Nous suivions Amma qui s'était positionné en première ligne, prête à repousser le vent de toutes ses forces, et déjà l'iris de nos yeux s'assombrissait comme nos pupilles. Nos piétinements s'harmonisaient dans l'obscurité de Farkoniska, mais je ne ressentais aucune onde annonçant le souffle tant redouté. Nous avancions à petite foulée, mais très vite un bourdonnement avait figé notre bande précédant un lourd silence. Je sentais le sang circuler dans mes tempes, l'air siffler dans mes poumons, et mon cœur subissait des percussions. J'essayais d'interroger Jagora, mais ma voix s'étouffait ou je ne parvenais pas à produire de son. Nous tentions d'avancer sans nous concerter pour nous extirper de ce qui ressemblait à une chambre sourde. Et tour à tour, nous perdions l'équilibre, nous tombions. Puis, dans un frisson, je renouais avec mes sens. Je sentais une rafale comme le jaillissement d'un dragon écrasant la muraille de silence. Des particules de lumière chétive rompaient la noirceur, et j'apercevais Ossa, terrifié, qui semblait soliloquer. Jagora tambourinait une machine détectant la meilleure trajectoire d'évitement à emprunter, pendant que Amma nous couvrait et se courbait en essayant de détourner les courants. Le vent protecteur de Farkoniska se déchaînait, ses souffles de Neptune nous plaquaient au sol et nous écorchaient de tourbillons de poussière. Ils s'engouffraient entre chaque interstice de nos corps qui s'efforçaient de faire unité. Ces sifflements étaient des chants de fantômes, des serpents en furie qui nous pilonnaient. Nous courions au ralenti lorsque son intensité faiblissait. Il devenait constant, entêté, opiniâtre. Mais nous faisions bloc, l'esprit clair, poussé par la découverte de la 5e colline et la quête d'un territoire d'espérance. Ossa l'orpheline nourrissait ses espoirs d'héritage, d'histoire ou de retrouvailles. Amma pouvait accomplir ce pourquoi elle avait été préparée, programmée. Jagora le guide avait l'occasion d'entrer dans la légende et de nous y inviter. Et moi j'allais peut-être vivre mes espoirs d'aube, ouvrir les persiennes de mon cœur asséché de lutte et de vents contraires, esquisser des soleils de guerre et de vie, comme on souffle sur les grettes, et former des révoltes comme des cyclones. La nuque et le cou d'Amma perlaient sur le sable. Elle avait fait obstruction et le vent avait définitivement cédé. Un frémissement nous parcourait comme un attrape-rêve accueille le vent. Le dragon avait replié ses ailes. La 5e colline était devant nous, sauvage et solitaire, et il nous restait une vie pour la découvrir. À genoux dans la dune, nous pleurions, sauf Jagora à qui nous tournions le dos.
Il saisissait son arme pour mettre fin au voyage et nous abattre. Avant de mourir, j'ai eu cette pensée furtive. Si les vents cessent de croître, je cesse de croire. Je sais pas comment enchaîner après un tel récit. J'ai envie de demander, il est pour quand le roman? Parce qu'on aimerait bien, tu vois, on reste sur notre fait, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces personnages-là. Mais il faut avoir du talent pour ça, et c'est pour ça que je tiens à préciser que cette chronique, ce petit récit, il m'a été inspiré par une lecture de cet été. C'est-à-dire qu'il est inspiré d'un roman qui s'appelle La Horde du Contrevent, qui est un roman de Alain Damasio. Et je me disais, mais on ne parle jamais du vent, en fait. C'est vrai, dans nos chroniques, dans Jogging Bonito, on ne parle jamais du vent. Alors que c'est un élément, quand même, qui est prédominant, qui est très important. Un paramètre exogène aussi, dans notre pratique. Voilà. D'ailleurs, première question du coup. C'est quoi votre rapport avec le vent en course à pied? Ou pas d'ailleurs? Je serais tentée de répondre ou pas. Le vent m'a jamais gênée, dérangée. Tu t'es jamais posé. Non, j'aime bien avoir le vent dans mes cheveux. De toute façon, vu que je cours très lentement, courir un poil plus lentement parce qu'il y a du vent, je suis pas assez près, donc... Ça change pas beaucoup. C'est ça. Émir? Oui, et en fait, j'y pense. Les fois où j'ai eu du vent et que j'ai eu un mauvais rapport avec le vent, c'est parce que ça devait être sûrement en plein milieu de nuit avec des conditions un peu difficiles sur des trails où en fait le vent il te frigorifiait. Et je crois que les souvenirs que j'ai de vent difficile, c'est les premiers qui me viennent en tête. C'est quand t'es en haut d'une montagne que t'es abrité par rien, t'es en haut, il y a juste le vent pour te frapper alors qu'il vient de pleuvoir ou alors t'es en sueur et la température vient de chuter de je sais pas combien de degrés. Le vent en fait il te tue sur place quoi, il te glace en fait. Ouais. C'est le paramètre conjugué à d'autres paramètres qui vient te. Oui, il vient t'achever en fait. Il file le coup de grâce. C'est toujours un paramètre qui est en fait difficile finalement. On n'a pas trop de. Là, le vent dans le dos peut aider, mais oui. Ce que tu dis, Émir, moi je l'ai vécu à une plus petite échelle, c'est quand il y a du vent, tu mets un coupe-vent. Quand tu mets le coupe-vent, tu marines dedans, il fait trop chaud, tu retires le coupe-vent, tu te gèles, il fait trop froid. Enfin bref, le vent à gérer pour la température et le confort du coureur, c'est un peu la tannée, quoi. Ah ouais, il suffit même pas d'un grand vent, hein, il suffit d'une petite brise là que en pleine nuit, dans une course de nuit par exemple, qui va venir t'enquiquiner. Moi je l'ai vécu personnellement. Hein, quand tu fais un petit arrêt au ravito, tu repars, ça te gèle sur place quoi, et donc t'es obligé de repasser la veste même pour quelques minutes, le temps de te réchauffer correctement. Donc c'est sournois quoi le vent. Ouais, ça fait mal aux oreilles aussi. Ouais, mais c'est mon pire ennemi, ça fait hyper mal aux oreilles. Et quand tu fais des courses longues qui sont où les vents sont très présents, c'est le truc qui te marque quoi. C'est le bourdonnement, la douleur dans les oreilles. Moi je trouve ça vraiment pénible. Ça revient, ça reste, ça. C'est l'élément moi qui me perturbe le plus. Et qui en même temps peut être aussi un allié quand, comme disait Émir, quand il est dans le dos, parfois il soulage bien. Ouais, mais c'est marrant, je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on a, et c'est souvent le cas aussi en vélo, quand on a le vent dans le dos, on s'en rend pas forcément compte en fait. Ouais, même en courant. Toujours, même en courant, ouais. Et tu te dis, ah bah tiens, t'es tranquille, et au final, dès que tu tournes, bam, c'est vrai, hein, c'est sournois, je trouve, le vent. Mais est-ce qu'en course à pied, il y a des stratégies comme on peut avoir dans le vélo, le rouler en peloton? Je ne sais pas si ça se fait, ça, en course à pied. Est-ce qu'il y a des relais pour ceux qui se mettent... des relais, je crois. Bah oui, c'est ça arrive. Dans les pros. Enfin, c'est même pas... Ça, je sais pas. Si, c'est un facteur de tension éventuellement si tu ne prends pas le vent, etc. Oui, c'est comme dans d'autres sports. Après, au niveau stratégique, j'allais dire, moi, il m'est arrivé régulièrement, enfin pas régulièrement, mais je l'ai déjà percuté, peut-être parce que j'ai un problème avec cet élément.
que des coureurs venaient s'abriter et en profiter quand il y avait plus de vent pour passer, quoi. On peut s'abriter quand on est coureur derrière un autre coureur. Enfin, je veux dire, on est dans un contexte vitesse, surface de contact et tout, suffisamment pertinent pour que ça puisse être... Tu prends le... Ouais. D'accord, je l'ai jamais expérimenté, donc... Certainement pas pour nous à notre niveau, à mon avis, quand même. Si, franchement... Mais non, franchement... T'as déjà senti quand j'étais pro. Ah, bah oui. Tu veux dire que le rôle des lièvres, c'est ça aussi ? Ça peut être de prendre le vent à la place du ça c'est vrai. coureur. Je sais plus quelle course je regardais, c'était peut-être... C'était pas sur Paris une fois ou je sais pas quoi qu'ils en parlaient, je sais pas. Enfin, j'avais déjà entendu et il en parlait de ça, ouais. Que les premiers s'abritent, enfin c'est... voilà, pour le niveau aérodynamisme, machin. Ouais. D'accord. Oui, mais il n'y a pas de mécanique d'aspiration. C'est ça la question que je me posais. Est-ce qu'on est dans des conditions... Ouais, mais en dehors de la mécanique, en fait, il y a la sensation quand même. Et je prétends pas du tout qu'il y a un apport, quelque chose de physique qui va prouver ça, mais venir s'abriter derrière quelqu'un, moi je le constate quand même régulièrement, quoi. Mais c'est de l'ordre du ressenti, en fait. Vrai ou faux. Bon, et derrière ton récit aussi, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, et le plus évident, enfin pour moi, c'est le fait que on va se lancer un défi et on va le relever grâce à aux forces conjuguées d'un groupe. Finalement, c'est ça. Oui, alors dans le roman de Damasio, qui est un roman majeur de science-fiction, les protagonistes, qui sont des marcheurs en fait, ont décidé d'atteindre ce qu'il y a en amont du vent. Pour ce qui est de l'entraide, ils ont des formations stratégiques, un peu comme les Romains, qui leur permettent d'affronter les vents, de contrer certains de leurs mouvements, leurs différentes natures. Moi, j'en ai fait un clin d'œil et j'ai décidé que mes protagonistes feraient preuve d'entraide à travers les qualités de chacun. Voilà, donc on a la force, par exemple, la ténacité, la résistance... Et puis la personne qui a soif de défi aussi. Puis la vitesse, pour faire plaisir à Hélène et sa chronique sur la lenteur. Bref, des profils qu'on va retrouver dans la course à pied. Et à part ça, je voulais faire intervenir d'autres facultés dans le récit, même s'il est très court, pour créer une unité entre les personnages. Donc comme l'intelligence avec Jagora, ou aussi le cœur, tout simplement. Donc il n'y a pas juste l'entraide. Ce qu'il y a aussi un peu de caché dans mon texte, c'est le fait que les personnages se dirigent vers l'Occident. Le narrateur, le Furteur, lui, c'est un révolutionnaire, et ce qu'il veut, c'est aller vers l'Ouest. Parce qu'il y a le mythe, qui est fondé ou non, qui dirait que les gens riches vivent plutôt à l'Ouest, et les gens pauvres à l'Est. Voilà, donc c'est contestable, mais c'est une théorie qui existe à Paris, par exemple. Donc l'idée, c'est qu'avec le développement, l'industrialisation, l'économie, les pauvres ont été plutôt déplacés vers l'Est. Bref, j'en ai fait mon parti, et ça vaut ce que ça vaut, c'est juste symbolique. Et je m'en suis servi donc pour mon personnage révolté, qui a décidé, lui, d'aller sur la 5e colline, et de traverser ce couloir exposé au vent, Farconiska, pour atteindre des sortes d'îlots des archipels. Et ça, justement, c'est un clin d'œil encore à Damasio, qui pense, en dehors de son livre, que l'émancipation des hommes, qui n'adhèrent pas au capitalisme ou à l'ultralibéralisme, développeront leur microéconomie, leur micro-société, dans des enclaves type des ZAD, par exemple. Voilà. Moi, j'ai envie de revenir quand même sur le... Tu sais, tu me dis... j'ai parlé d'entraide, tu me dis c'est pas de l'entraide. C'est une forme d'entraide, mais c'est par l'unité. Moi, ce que je veux dire... Ah, ok. Mais moi, ce que je veux dire dans ça, c'est que... C'est ce que moi, je comprends. Ce que tu montres, c'est aussi que... en équipe, avec des capacités différentes et des qualités différentes, et des différences, on arrive à mieux avancer que si on l'avait fait seul, on n'y serait pas arrivé. Du coup, est-ce que ça peut se retranscrire à la course à pied ? Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Alors, je sais... Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, vous ? Alors, la course à pied collectivement, on en a déjà parlé. Peut-être qu'on pourrait laisser la parole à Émir, qui lui
plus souvent expérimenté les courses, à mon avis, collectivement. D'ailleurs, assez récemment aussi, je pense. C'est le cas. Mais pas forcément qu'en course, hein. Je pensais pas forcément seulement en course. Hein. On peut s'entraider aussi, voilà, enfin. C'est très large comme idée. Ouais, c'est super large. Bah, c'est vrai qu'en plus, ouais, c'est même récemment qu'on avait abordé le sujet. C'était quand on avait fait le petit jeu marrant des chroniques qu'on avait écrites pendant l'épisode. Bah, c'était le dernier épisode, en fait. Bah voilà, où David avait eu à peu près 4 fois plus de temps que moi pour écrire la sienne, si je me souviens bien. Ne revenons pas sur ce débat, ne revenons pas. Donnez-moi un couteau. Et oui, non, c'est pour être plus sérieux, ouais, enfin, je vois très bien comment plaquer sur la course à pied. Là, ça va me faire partir dans tous les sens encore, mais comment faire plaquer sur une toute forme de progression, même pas de progression, toute forme de... Ah, j'ai du mal à mettre des mots là-dessus. De réalisation. De réalisation, merci. De réalisation en général, le fait de pouvoir utiliser des forces des uns, même des faiblesses des uns, pour les compléter avec les forces des autres, qui à leur tour combleront les faiblesses d'autres. Enfin, tout ça, c'est cette mécanique, ces engrenages, en gros, qu'on peut créer en étant une équipe, ça sert partout, tout le temps. Ça sert énormément aux courses à pied. Ça sert notamment pour créer de l'émulation dans un groupe, par exemple. Pour permettre à des gens de garder une certaine peut-être s'ils n'arrivent pas eux-mêmes à toujours avoir l'envie, la discipline ou tous les outils qui leur permettront d'arriver à quelque chose, parfois le fait d'être dans un groupe, ça les leur donne, ça les maintient. C'est la sorte de vitesse qui te maintient sur ton vélo, en quelque sorte. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Sinon, je vais partir en live. Il n'y a pas des moments où tu penses que si t'avais pas été... Enfin, que seul tu serais pas arrivé à une course ou à un entraînement ou quelque chose? Si, clairement. Enfin, il y a plein de moments où seul j'aurais pas fait ce que je voulais. Donc, clairement, seul j'aurais pas eu assez d'envie, assez de motivation. Souvent assez de motivation. Moi, je crois que j'ai déjà dû en parler des tonnes de fois, mais je suis très partisan de... Quand on est dans une épreuve, où on est vraiment dans l'adversité, en gros, c'est utiliser tous les outils, tous les outils qui sont à la disposition, tous les outils mentaux qu'on peut trouver. Et en fait, avoir d'autres personnes dans la tête, ou avoir les paroles d'une autre personne dans la tête, ou se dire qu'est-ce que telle personne m'aurait dit dans telle situation, ou qu'est-ce que cette personne penserait si je fais ci ou ça. En fait, ça, c'est des choses qui nous outillent, en fait, dans les courses. Ouais. Hélène, peut-être tu as un exemple non. Tu penses à quelque chose? En fait, j'ai une pratique sportive, en particulier pour la course à pied, plutôt solitaire. Donc je n'ai pas expérimenté tout ce qu'Émir évoque. Mais j'aimerais bien, peut-être un jour. Il n'y a pas que... Enfin, après, il n'y a pas que dans la course à pied qu'on peut... Alors, l'entraide, si on parle d'autre chose que la course à pied, je l'ai vécu dans le vélo en mode randonnée, quand on part avec des sacoches plusieurs jours. Là, être plusieurs, c'est beaucoup plus rassurant parce que c'est une activité qui reste... Enfin, il y a quand même un danger avéré de se faire renverser par une voiture, Enfin, il y a... Donc, être plusieurs, déjà, d'un point de vue très trivial, pour sa vie, c'est quand même pas mal. Et ensuite, partir avec quelqu'un qui a des compétences en mécanique, ça peut être salvateur. Partir avec... Voilà, tu vois, donc on met en place une petite équipée qui est, comment on dit, polyvalente? Non, pas polyvalente, où il y a beaucoup de compétences. Voilà, donc ça, dans le vélo de randonnée sur des longues distances, enfin, des distances sur plusieurs jours, ça... je l'ai fait seule, mais je préfère le faire en groupe. Voilà. C'est plus rassurant. Enfin, une autre chose aussi qui transparaît là dans ton récit, David, c'est le fait que finalement, ils ont tous le même objectif. Ils veulent arriver à cette colline et donc combattre le vent, mais pas pour les mêmes raisons, au final. Oui, effectivement. Les personnages ont des motivations différentes. Par exemple, on peut parler de Jagora le guide, qui est un chasseur de primes, qui a, lui, un objectif très singulier.
C'est-à-dire qu'il a pour mission d'empêcher les autres d'atteindre la 5e colline, ou du moins les empêcher d'en revenir vivants. Moi, j'avais pas pensé ça, moi. J'avais pensé, que le guide, en fait, il voulait être le premier à l'atteindre, quoi. Seul. Et que c'est pour ça qu'il avait tué les autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai. Ouais, pareil. Ouais, c'est possible, on peut l'imaginer. Hein. On peut imaginer aussi qu'il a été payé pour éviter que les personnes qui ont les meilleures facultés puissent révéler un secret ou atteindre une terre impossible, éventuellement de s'émanciper, de se libérer de l'emprise exercée par les grands ordonnateurs ou en tout cas les personnes qui sont à la tête du royaume. Moi, c'était ça, mon idée. C'était que juste un peu d'égoïsme ou je ne sais pas, mais tu vois, le fait d'être le premier à atteindre, voilà. À faire podium. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, tu fais un croche-patte à ton opposant juste avant la ligne d'arrivée pour être le premier, c'est ça. quoi. Et enfin, autre chose qui est caché aussi derrière ce récit, je pense, c'est le côté rechercher sa liberté, s'émanciper et aller à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. On aime bien ça chez Jogging Bonito, en plus. Bah oui, c'est comme ça que j'essaye de fonctionner généralement. Je me méfie de ce qui est dans le sens du vent et ça m'intéresse d'aller chercher ailleurs. Aller là où on ne m'attend pas, et surtout être indépendant. Ouais, Hélène ? C'est une histoire de mèche, encore, et de cheveux. Parce que si t'étais dans le sens du vent, ça te plaque ta mèche. C'est ça. Émir, quelque chose là-dessus, peut-être ? Tu t'émancipes en courant ? Je suis encore... Ça me fait tellement réfléchir là, que je suis resté sur le sujet précédent. Ouais, vas-y, sur les objectifs. Je suis encore en train de m'imager. Mais non, enfin, je suis encore... mon cerveau, il est en train de penser à plein de situations où, en fait, t'as formé une super équipe avec des gens pour accéder à un objectif. Et une fois que t'as eu cet objectif, en fait, bah, tu te barres, en fait. C'est un genre de chose qui peut arriver dans n'importe quoi, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel, même dans un couple, hein, je suppose. Enfin, je sais pas, une équipe t'aide à atteindre quelque chose, t'offre une aide qui va te permettre d'arriver à une situation où tout seul t'aurais jamais pu arriver. En fait, tout seul tu partais de trop loin. Et un jour tu atteins cet état, tu reprends du poil de la bête où t'arrives à un objectif et là tu regardes les autres et tu dis j'ai plus besoin de vous, quoi. Du coup, je suis resté bloqué sur ça, parce que ça m'a touché, en fait. J'en suis encore là, du coup, ce qui s'est passé après, j'étais... Non, mais c'est intéressant. Bah, oui. J'étais plus là, parce que, ouais, je pense que j'ai déjà vu des trucs semblables dans la vie, du coup... Et en plus, c'est pas forcément, tu sais, encore, si je reviens sur le récit, quand on disait le guide, ben, peut-être qu'il est égoïste, il voulait juste arriver... Et au final, si on remet ça sur, comme t'en parles là, on a créé un groupe, soit dans la vie de tous les jours, on est arrivé à faire quelque chose parce qu'on avait des gens autour de nous et au final, après on les laisse tomber entre guillemets, c'est pas forcément de l'égoïsme non plus. Ça dépend comment c'est vécu. Ouais, ça dépend comment c'est vécu. Ouais, comment tu t'inscris, comment tu le quittes aussi, puisque là du coup, dans ce cas-là, c'est un peu... Enfin, si on passe sur le fait que le chasseur de primes était un chasseur de primes, on peut imager en se disant, bon, même si c'est partie intégrante du récit et que du coup je le déforme un peu, mais on peut imager en disant que la personne, une des personnes trahit complètement son équipe. Et c'est comme une séparation sale, entre guillemets, faite de manière pas propre entre une équipe et l'une des personnes de l'équipe, tu vois. Moi, ça me fait penser à quand Jogging Bonito aura des millions d'abonnés et que David va partir sur une carrière solo, tu vois. J'y pensais aussi, voilà. Pile, on a pensé la même chose et on restera comme deux ronds de flanc. Ouais. Mais on sera quand même, parce qu'on est des gens qui aiment le positivisme et tout, et on se dira que grâce à nous, il a atteint son potentiel. Mon potentiel sensualité, ouais. Peut-être, Hélène, tu veux dire quelque chose ou... C'est difficile. Ouais, non, mais tu sais, il y a l'adage... seul on... Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
Moi, j'ai vécu l'inverse assez souvent. Ah, je croyais, là, c'est bien. Non, ouais, non, c'est parfois toute seule, je vais beaucoup plus loin parce que justement, je vais plus vite. Et dans un temps imparti, quand tu vas plus vite, tu vas plus loin. Voilà. Hey. Oh, comment c'est... Ah non, mais... Hey. Ouais, mais... Parce que t'as là, moins d'inertie quand t'es tout seul, tu vois. Ah ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est vrai. L'adage que tu as cité tout à l'heure, je trouve que ça irait parfaitement à Fort Boyard. Le rêve ultime. Hein. Fort Boyard. Jogging Bonito chez Fort Boyard, ce serait beau. Oh. Un crossover. Voilà. Et toutes nos compétences réunies, on arrivera à faire un truc de ouf. On mettrait Rémi au truc où il faut, avec le père Fouettard. Là, on l'emmène au père Fouettard, c'est sûr. Ensuite, moi j'ai l'expérience avec les serpents, il n'y a pas de souci. Moi, je veux me battre dans la boue. Ouais, on t'envoie dans la boue, pas de souci. Ah ouais, mais on a Xavier aussi pour le père Fouettard. Eh oui. Eh ouais, Xavier, le père Fouettard, mais c'est père Fouras. Pas le père Fouettard, comment il s'appelle? C'est un crossover. C'est un crossover avec autre chose que Fort Boyard là. C'est autre chose, ce n'est pas vrai. Comment il s'appelle le gars? Le père Fouras. Le père Fouras, mais oui, bien sûr. Oh là là. Ouais. Et Émir, on t'envoie où toi? Attends, il faut que je trouve Émir. Qu'est-ce que je vais lui faire? À la fin, quand on ramasse tête de tigre. Émir, tête de tigre. Tête de tigre. Voilà. Les bonitos, nous espérons ne pas vous avoir perdu dans les méandres des couloirs du vent. Pour résumer cet épisode, ralentissons, ouvrons les yeux sur ce qui nous entoure, sachons s'entraider et allons chercher notre vérité et notre liberté, même hors des sentiers battus. C'est beau, non? C'est presque une phrase de motivation Instagram, celle-là. Ouais. Ça finit sur hors des sentiers battus. Ça m'a évoqué une autre phrase bien connue, là. Out of comfort zone. Out of your comfort zone. La fameuse. Ouais. Tout ça est à retrouver dans notre pack de motivation à seulement 37 € au lieu de 4227 €. Voilà. On va doubler d'une minute vraiment... sur le marché. J'achète. Seulement pour jusqu'à demain seulement. Hein. Bon, on remercie Hélène pour son avis avisé et précis. Tu as apporté un peu de fraîcheur chez Jogging Bonito, ça nous a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Et tu t'es fait un peu bisuter par David quand même, hein, parce que... Ouais. Mais elle s'y attendait, je pense. Un magnifique récit. Elle était prévenue. Ah, elle était prévenue. D'accord. C'était Bon, là. Ouais. On remercie aussi les Bonitos d'être toujours là pour nous écouter. Et attention, moment auto-promo, montrez votre amour, les Bonitos, pour nous, à travers les 5 étoiles de iTunes. Et rejoignez-nous sur Discord pour continuer la discussion. Et enfin, merci à vous, les guys, pour ce nouvel épisode super intéressant. À mon humble avis, comme toujours. Merci beaucoup. Super. Ok. Allez, bye bye, les Bonitos. Bye bye. Ciao. Salut. Ciao. When the old town wakes up with light, when the moon gets high in the sky, let's use those